Déjà 238 singes ont été retrouvés morts dans cet état du sud-est du Brésil depuis le début de l'année. Une situation que déplorent les services sanitaires de la ville de Rio qui ont lancé une campagne de sensibilisation de la population. Sur les 238 tués depuis janvier, 69% des singes ont présenté des signes d'agression humaine, la plupart ayant été tués à coups de bâton, d'autres empoisonnés. Les autres sont morts en général de maladies. En réalité, le singe est une sentinelle. Il aide l'homme. Il indique où se trouve le virus. Là où il y a des singes, c'est que la nature est saine. Il est important que les gens comprennent que ce sont les moustiques qui transmettent la fièvre jaune. Le singe n'est qu'une victime, comme l'homme. S'il n'y a plus de singes, les moustiques qui volent beaucoup au-dessus des arbres, à partir du moment où il n'y a plus de singes, ils vont chercher à piquer des hommes et cela va favoriser la propagation, la contamination, l'infection de l'homme par la fièvre jaune. La maladie ayant tué 25 personnes dans cet état depuis le début de l'année, la population s'est ruée vers les vaccins et certains se sont retournés contre les singes. Des massacres de singes ont également été constatés dans d'autres régions du Brésil. Le lancement de la campagne militaire intervient à 1 mois et demi de l'élection présidentielle. Baptisée Sinaï 2018, elle mobilise notamment l'aviation et la marine dans et aux alentours du Sinaï, région où la branche locale du groupe État islamique mène régulièrement des attaques meurtrières. Outre cette région, celle du delta du Nil au nord et du désert occidental frontalier de la Libye sont également concernées. Selon le porte-parole de l'armée égyptienne, 16 éléments extrémistes ont été tués et 34 autres ont été incarcérés par l'armée depuis le début de l'opération. En tout, 66 repères de djihadistes, 11 véhicules 4x4 et 31 motos ont par ailleurs été détruits. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de vastes opérations de ratissage et de raids sur tous les axes, villes et villages du nord et du centre du Sinaï. Un laboratoire d'engins explosifs d'un centre d'information contenant du matériel informatique et de communication et 6 champs de cannabis et d'opium ont été détruits. Déjà fin novembre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait donné 3 mois au chef d'état-major et au ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité ainsi que la stabilité au Sinaï. Une injonction lancée quelques jours après une attaque menée contre une mosquée dans le nord Sinaï. Celle-ci, rappelons-le, avait fait plus de 300 morts et n'a jamais été revendiquée. Ce camp de fortune, érigé à 20 km de Touarga, abrite essentiellement des déplacés libyens qui ont été contraints à l'exil forcé à cause de leur soutien en 2011 à l'ex-dictateur Mouammar Kadhafi. Un exil qui ne semble pas près de finir, malgré un accord conclu avec la ville rivale de Misrata. En effet, les centaines de familles qui avaient pris la route le 1er février en direction de Touarga ont été bloquées à des barrages aux entrées de la ville par des groupes armés de Misrata opposés à l'accord. Je ne peux pas vous expliquer ma joie quand j'ai appris que nous rentrons chez nous. Nous étions aux portes de Touarga quand ils nous ont bloqué la route. Depuis 2011, nous sommes devenus les experts de l'exode sur le territoire libyen. Nous ne comptons pas sur les autorités, nous comptons uniquement sur nous-mêmes. Nous nous déplaçons avec nos bonbonnes de gaz et même avec du bois pour chauffer et cuisiner. En fait, l'État néglige les déplacés. À défaut de retrouver leur terre de Touarga, ces déplacés n'ont d'abri que leur voiture. D'autres, plus chanceux, ont trouvé refuge sous la centaine de tentes livrées par les agences de l'ONU. Les gens sont sans abri ni nourriture depuis 8 jours. Nous avons besoin de médicaments, de sérum anti-venin. Cette zone désertique grouille de couleuvres et scorpions. Les enfants se retrouvent sans toit ni lait. En attendant que de nouvelles négociations engagées par la mairie de Touarga et le gouvernement d'union nationale n'aboutissent, ces déplacés devront se contenter des 2 tentes qui font office de dispensaires et 4 cabines sanitaires installées à proximité du camp de fortune.
Le verdict est tombé la semaine dernière. Présidente de longue date du Parti nationaliste du Bangladesh, Khaleda Zia a été déclarée coupable d'avoir participé au détournement de 206 000 € d'un fonds créé pour un orphelinat. Ils ont été des milliers de ses partisans à marcher lundi dans plusieurs villes de ce pays d'Asie du Sud. Le but était de demander sa sortie immédiate d'une prison de Dhaka. Pour eux, ce verdict est motivé par des desseins politiques. Chef de gouvernement à 2 reprises, cette peine pourrait l'empêcher de se présenter aux élections prévues pour la fin de l'année. Mais aussi, Zia pourrait être libérée sous caution une fois sa demande d'appel déposée. Ce qui n'est pas évident, ses soutiens disent craindre que le pouvoir en place la maintienne en détention pour d'autres chefs d'accusation. À noter que l'intéressé est sous le coup de dizaines d'autres poursuites, notamment pour corruption et violence. La police a interpellé au moins 4 300 responsables de l'opposition au cours des 2 dernières semaines pour limiter la contestation à la suite du jugement. Le fils de Khaleda Zia, Tariq Rahman, a été nommé chef de l'opposition par intérim. Cependant, il vit en exil à Londres pour échapper aux poursuites judiciaires. À la mi-journée ce mardi, pompiers professionnels et simples citoyens travaillaient encore à l'extinction de l'incendie qui a totalement consumé l'une des 2 halls du marché en fer. Regroupés sur la cour du marché, les commerçantes qui ont tout perdu s'inquiétaient pour leur avenir. Pour les femmes qui travaillent sans aucune assurance et qui, pour la grande majorité, n'ont pas de compte bancaire sur lequel placer de l'épargne, l'incendie signe la perte de leur maigre fortune. Construit à la fin du 19e siècle, le marché en fer avait été une première fois ravagé par un incendie en 2008. Détruit par le séisme en 2010, sa reconstruction avait été financée par la compagnie de télécommunications Digicel sous la supervision de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, organisme haïtien de protection des bâtiments historiques. L'investissement de 18 millions de dollars avait permis la reconstruction à l'identique du monument historique en moins d'1 an. La réunion des ministres de la Défense a débuté mercredi avec une discussion sur les contributions aux dépenses de défense à la demande des Américains. Le secrétaire général de l'OTAN s'était fait l'écho mardi des préoccupations américaines et avait rappelé aux alliés européens les limites de leur initiative de défense. Sur les combattants étrangers, ils sont une source d'inquiétude, ils sont responsables d'actes criminels, de violences et ils peuvent toujours être une menace. Par conséquent, je salue les efforts des nations au sein de la coalition mondiale pour vaincre l'État islamique et pour décider comment traiter avec eux. En ce qui concerne l'entraînement en Irak, nous avons quelques activités d'entraînement maintenant, mais nous commençons à planifier une mission d'entraînement qui fournira de meilleures bases pour plus de formation. Les alliés se sont engagés à porter leurs dépenses militaires à 2% de leur PIB d'ici à 2024, ce qui n'est pas suffisant. L'Union européenne ne doit pas se substituer à ce que fait l'OTAN et elle ne doit pas fermer ses marchés de défense aux Américains et aux autres pays non membres de l'Union européenne. Avec la saison qui redémarre, c'est l'heure pour les Warrington Wolves de retourner à la salle de gym. Mais si les rugbymen ont plutôt l'habitude de se concentrer sur leur forme physique, c'est aujourd'hui le bien-être mental qui est au centre des préoccupations au Royaume-Uni. Le suicide en 2010 de Terry Newton, international de rugby à 13, a profondément marqué les esprits dans le milieu. Les spécialistes de la santé mentale, férus du ballon ovale, ont donc lancé une initiative appelée Offload, pour sensibiliser les joueurs et leurs fans sur la question. Nous avons demandé aux supporters en tribune s'ils seraient d'accord pour suivre un programme de bien-être mental, s'ils seraient prêts à le faire. On leur a demandé où ils se sentiraient à l'aise pour en parler. Les supporters de Warrington, Widnes et Salford ont tous répondu qu'ils viendraient au stade. Le vestiaire est un endroit parfait parce que les gens ont envie d'y être. Et leur parler de bien-être mental via d'anciens sportifs, c'est idéal pour captiver leur attention. Au Royaume-Uni, 3 suicides sur 4 sont commis par des hommes. Pour l'association derrière le programme Offload, cela s'explique notamment du fait que les hommes seraient moins susceptibles de rechercher de l'aide en cas de dépression.
Les anciens joueurs et entraîneurs partagent leurs propres expériences sur la façon dont ils ont réussi à sortir la tête de l'eau ou à mieux gérer leur colère. Ian Smith est un ancien arbitre de rugby à 13. Pendant des années, il a souffert d'être vu comme un méchant lors des matchs. Quand je raconte mon histoire et que je vois la réaction des gars en face de moi, c'est comme si je faisais ma propre thérapie. J'ai l'impression d'être 10 fois plus grand et ça me donne une raison de me lever le matin. 3 équipes de rugby à 13 du nord-est de l'Angleterre proposent actuellement des séances d'offload. L'association a également été invitée à organiser des ateliers avec les clubs de football de Manchester United et West Ham, ainsi que dans certains clubs de football gaélique irlandais. Elle espère désormais que d'autres sports mettront en place des programmes similaires afin d'aider les hommes à se libérer du poids de la dépression. Plus de 300 migrants, la plupart de nationalité érythréenne et somalienne, se trouvaient à bord du camion lorsque ce dernier s'est renversé en matinée à 60 km de Bani Walid. Selon Mohamed Al-Mabrouk, le directeur de l'hôpital où ont été admis les victimes, au moins 19 migrants ont été tués dans l'accident, dont des femmes et un enfant. Par ailleurs, au total, au moins 124 migrants ont été blessés et 78 d'entre eux étaient toujours hospitalisés à la mi-journée. Hors de tout contrôle des nouvelles autorités libyennes, Bani Walid est un point de transit des migrants venant du Sahara vers les côtes libyennes d'où s'effectuent les départs clandestins en Méditerranée vers l'Europe. D'après un responsable local, la ville compte une vingtaine de centres illégaux de détention ou de regroupement de migrants. Depuis la chute du régime Kadhafi en 2011, la Libye est devenue une plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants d'Afrique subsaharienne. Des milliers d'entre eux trouvent la mort dans des naufrages chaque année en Méditerranée. Une centaine de magistrats, greffiers et avocats se sont mobilisés jeudi devant le tribunal de Bobigny, en France, pour décrier le projet de réforme de la garde des Sceaux. C'était avant un rassemblement à la mi-journée à Paris, dans d'autres villes de France. Les professionnels du monde judiciaire ont réclamé une justice de qualité, accessible, avec des moyens. La justice en France a un budget qui n'est pas à la hauteur de ce pays et on le ressent tous les jours au quotidien dans notre travail. C'est pas simple de saisir le tribunal, on fait pas ça tous les jours non plus. Donc c'est normal d'espérer pour ces rares moments où on a besoin de venir en justice, de ne pas faire 300 km, de trouver un interlocuteur qui soit humain et qui ne soit pas une machine et de pouvoir se sentir assisté. Et c'est clairement pas ce vers quoi on tend. Ce qu'on redoute, c'est le déshabillage de certaines juridictions pour réhabiller d'autres et provoquer ainsi des déséquilibres régionaux. Parce que quand vous modifiez le ressort territorial d'une juridiction ou quand vous videz les compétences d'une juridiction, que vous les aménagez, ça a des conséquences sur tout le personnel judiciaire qui travaille dans cette juridiction. Parmi les propositions, la transformation numérique, la simplification des procédures pénales et civiles, l'organisation territoriale et l'efficacité des peines. Mais les personnels mobilisés ont dénoncé une vision désolante, une logique toujours gestionnaire. Ils redoutent aussi une réforme de la carte judiciaire et une dématérialisation qui risque d'éloigner le justiciable.